Hello et bienvenue dans Amulette Podcast, saison 2. Je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Je suis la directrice artistique du groupe familial Upgrade qui est géré par les Djooms. Je suis coach en développement personnel autour de la créativité, du style, de l'image et je suis également formatrice. Bienvenue dans mon podcast, je suis hyper contente et honorée d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, la volonté, c'est de mettre en avant l'idée de la vulnérabilité, de l'authenticité et également de la liberté. Saison 2, on change un petit peu les choses, on se libère justement des cadres qu'on a pu mettre sur Amulette et on a des invités. Je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de te faire écouter les super conversations intimes que j'ai eues avec des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur courage, par leur vulnérabilité, par leur créativité. Et également, bien évidemment, toujours les monologues de Valérie qui te raconte sa life, également pour te donner le courage de raconter la tienne et d'aller en introspection dans ta vie et de te poser les questions et de ne pas avoir peur de toi-même en fait. Amulette Podcast, c'est ça, c'est thérapeutique pour moi, mais je pense aussi que ça l'est pour toi. Donc il y a une règle assez simple pour Amulette Podcast. Si l'épisode te touche, t'a remué, t'a fait réfléchir, alors ton devoir, le give back que tu dois me faire, c'est de le partager à 2 personnes autour de toi à qui tu penses que ça pourra faire du bien. Et bien évidemment, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Et en attendant, tous les épisodes sont disponibles sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Tu peux y retrouver tous les podcasts de notre maison de production Upgrade Podcast. Amulette sort tous les vendredis en français and in English. Merci infiniment pour ton attention et c'est parti pour Amulette Podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'Amulette Podcast, saison 2. Je suis hyper contente de vous avoir encore avec moi pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle saison. Et comme je vous avais dit, cette saison, on va y aller un peu plus fort, on va aller un peu plus dans l'intimité, on va se dévoiler encore plus. Alors, il y a certaines personnes qui vont me dire « Non, mais tu vas faire plus que ce que tu faisais avant ?» Bah oui. Oui. Parce qu'en fait, life is too short et je pense que c'est important d'avoir certaines conversations. Et donc là, cet épisode, j'ai hyper hâte parce que c'est avec une femme que j'admire énormément. On s'est rencontrés virtuellement parce qu'on n'a pas encore eu l'opportunité ni la chance de se rencontrer en vrai sur Instagram. Muriel Marie, elle se définit comme une dream alchemist. Donc, elle va nous expliquer ce que c'est exactement et elle aide les créatives à trouver leur chemin, à se retrouver, à s'aligner. Et c'est assez fantastique. Elle a également participé à un TED en 2011 qui était, je crois, Don't Believe Everything You Think. Elle va nous en parler également. Et le sujet principal, en gros, de ce podcast, c'est les relations toxiques. Donc, accrochez-vous bien et on espère que ça va vous toucher quelque part et que ça va vous faire réfléchir. Donc, Muriel Marie, bienvenue. Bonjour Valérie et merci pour cette belle introduction Je t'en prie, avec plaisir. et pour l'invitation aussi. Je suis super heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Ravi, plaisir vraiment partagé et honoré également. Je me rappelle la fois où tu as vraiment cliqué dans mon esprit. J'étais à Marrakech pour un mariage, donc c'était en octobre, ça va faire quasiment 1 an. Et tu m'avais envoyé un message pour me dire « Ouais, j'aime bien, je sais plus quoi. » Et je t'avais dit « Ah, mais il faut trop qu'on se voit. » Et puis en fait, ça fait 1 an qu'on est là et qu'on se suit, qu'on like nos posts, qu'on est en mode support system, sororité, etc. Et donc voilà, je trouve ça assez cool de pouvoir concrétiser une rencontre, on va dire, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et peut-être que plus tard, on aura l'occasion de se voir en physique, je l'espère. Oui, moi aussi, je trouve que moi j'adore te suivre sur Instagram. Merci. Tu m'inspires, c'est beau, c'est intéressant. Donc oui, je pense on est devenus quand même des sœurs de sororité comme ça en ligne. Et puis là, comme tu dis, aujourd'hui c'est le plus close qu'on a pour la réalité d'aujourd'hui. Donc Exactement. ouais. C'est top. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer qui tu es ou comment tu te définis maintenant à l'instant T, parce que ça peut varier. Eh bien, je viens de changer ma bio Instagram, donc ça tombe D'accord. bien. Donc, je suis entrée dans une nouvelle phase qui est une phase beaucoup plus rebelle D'accord. et beaucoup plus philosophique en fait que les phases que j'ai vécues précédemment. Donc, c'est tout nouveau, tu ne le savais pas. Ok. J'aurais dû t'envoyer un message, mais non, là, c'est vraiment un truc qui s'est passé il y a quelques jours. Et en fait, c'est un petit peu l'apothéose du travail que j'ai fait dans les 5 dernières années. Et j'irai même plus loin parce qu'en fait, je suis entrepreneuse depuis 22 ans.
D'accord. ce qui fait quand même long maintenant. Grave. En tant que créative, et je suis sûre que tu résonnes avec ça, Valérie, j'ai ce besoin de me réinventer. Ouais, De me clairement. réinventer très régulièrement. Et en fait, je fais ça plus ou moins tous les 5 ans. Ok. Donc, j'ai my 5-year buckets. Mhm. Hein. Et bien, en 2020, il y a un nouveau bucket qui a commencé parce que le bucket précédent, c'était le bucket du coaching, du Dream Mhm. Alchemy, où je me suis vraiment pivotée vers l'entraide et l'aide aux créatifs, le mindset, le développement personnel, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Ça m'a beaucoup plu. Je le fais encore toujours, d'ailleurs. Hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on change de bucket ou qu'on pivote que les choses qu'on a faites jusque-là ne font pas partie de notre personnalité. Bien sûr. Donc Ouais. ça fait maintenant partie de la personne que je suis. Mais maintenant, je regarde l'avenir, et surtout avec cette année qui s'est passée d'une façon très, très bizarre pour tout le monde. C'est clair. Je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est faire ce dont j'ai vraiment envie. Tu vois, et Mhm. là, on va peut-être rentrer tantôt dans le vif du sujet avec Ouais. les relations toxiques, etc. Mais une des choses qui, moi, dont j'ai dû me libérer pratiquement toute ma vie, c'était la jeunesse que j'avais vécue, l'enfance que j'avais vécue, les problèmes qui sont advenus de ça et qui m'ont suivi pendant très, très longtemps. Et j'ai vraiment l'impression que maintenant, je me retrouve dans une sorte de liberté comme ça, une sorte de freedom Mhm. qui me permet vraiment de me libérer de ça. Donc, rebel, philosopher, creative. Je m'appelle maintenant mentor to the unconventional. Nice. J'adore, en fait, tu as toujours comment dire, une manière de te définir qui est hyper, j'ai envie de dire sexy presque, hein. Parce que tu vois, Dream Merci, Alchemy, c'est carrément ça me cool. touche. Non, mais c'est vrai, en fait. Je trouve que ouais, c'est très Mhm. artistique, c'est très sensible. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça me touche Mhm. personnellement. Tu vois, à chaque fois que je dis ça, je dis, mais c'est trop bien ça! J'adore. Non, c'est top. Merci. Ok. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que t'es en train d'enlever, c'est comme si tu enlevais un nouveau layers, une nouvelle couche Tout à pour fait. retourner un petit peu plus à l'origine, à qui tu es vraiment et devenir, enfin, et être, en fait, à chaque fois, c'est une découverte, je Oui. suppose, hein. Oui, C'est, oui, c'est un oignon, hein, tu vois, et à ouais, chaque fois, on enlève une couche de l'oignon et on se dit qu'on arrive à la fin, et puis il y a encore une couche, et puis il y a ouais, encore une clairement. couche. Mm. Mais les couches changent, tu vois, Ouais, elles deviennent plus intéressantes, elles sont plus fluides. C'est pas toujours négatif en soi, c'est aussi, on construit au-delà de ce qu'on a déjà construit, au-delà de la personne qu'on est déjà. Euh, et donc là, je m'amuse en fait, en tant ouais. qu'entrepreneuse, parce qu'évidemment, il y a toute la question, comment est-ce qu'on évolue dans notre vie personnelle, mais en tant qu'entrepreneur aussi, comment est-ce qu'on fait évoluer les choses dans notre business, comment est-ce qu'on reste aligné, comment on fait en sorte que ce qu'on a envie de faire maintenant va permettre la continuité dans le travail, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de questions intéressantes et très créatives aussi dans ce processus. Ouais, c'est clair. Et c'est un processus également hyper libérateur, en fait, à chaque fois, quand tu oses finalement te poser la question et quand tu oses écouter la voix et donc agir en te basant sur la voix que tu as Mm-hmm. entendue, c'est hyper flippant, mais c'est également hyper libérateur. Tu sais, c'est l'adrénaline avant le saut en parachute, quoi. Parce Oui, que tout tu à te dis, fait. est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et en fait, tu sautes et tu te dis, non, mais c'était génial, on recommence quand? Ouais, oui. Oui, et ce qui est génial là-dedans aussi, c'est que moi, je suis quelqu'un qui, de toute façon, toute ma vie a été très anxieuse. Je pense beaucoup trop. I'm an overthinker. Mm. Avant que je prenne une décision, ça peut durer mais des heures et des heures, des jours. Et en fait, au plus on saute, au plus on change et au plus on constate qu'on a le contrôle de ça. Mhm. Qu'en fait, c'est nous qui définissons notre destin, c'est nous qui créons notre réalité de tous les jours et aussi la réalité de demain par les actions qu'on prend aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est hyper libérateur. Et il y a pas longtemps, j'ai entendu le concept du timeline. Je ne sais pas si tu connais, Non, tu peux nous mais expliquer? ça m'a fait flipper et ça Ouais, fait des semaines que j'essaie de vivre ça. Et en fait, c'était une nana, une femme qui habite en Hollande, une super chouette journaliste qui avait vécu pendant 7 ans en Hollande et qui rencontre un mec qui habite aux États-Unis, qui part à San Francisco, etc. Et en fait, elle prend son bagage de journaliste avec elle vers les States où elle essaie de continuer cette activité. Mhm. En Hollande, elle était connue, elle avait du boulot, tout allait bien.
bon, il faut s'imaginer, la Hollande, je ne sais pas si les Américains ils savent déjà. Ah, exactement. Et quitte à savoir aussi s'ils connaissent les publications pour lesquelles elle écrivait, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve devant des murs, des portes fermées, etc. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Jusqu'au moment où elle décide de lâcher la partie d'elle qu'elle nomme journaliste. Yes. Tu vois? Et en fait, ce qu'elle fait, et ce qu'elle explique dans son podcast aussi, c'est qu'elle décide consciemment de marcher, de se déplacer vers une nouvelle timeline. Une timeline où elle est plus journaliste et où elle est autre chose. Et en fait, je trouve ça un concept hyper fort. Ouais, complètement. Complètement. Et voilà, j'ai décidé, timeline rebelle. Ah, c'est vrai, j'aime bien le concept parce que c'est des choses, si tu veux, que moi je fais, mais de manière assez, je vais dire organique, ou je ne me rends pas bien compte. Je me rends compte souvent que quand je suis dans une phase où je suis un peu brr, c'est un peu l'expression, je me dis, ah mais en fait, là, je pense que je suis en mutation. Il y a un truc qui se passe. Je sens en fait qu'il y a une mutation qui est en train de se passer et que du coup, je vais laisser une peau, tu sais, comme le serpent, quoi. Je vais laisser une peau et que je vais devenir autre chose. J'aime ça, ouais. J'avais pas conceptualisé l'idée de la timeline qui est ça fonctionne carrément. Oui, et l'idée qu'en fait, je pense que les créatives en général, parce que moi je travaille surtout avec des femmes créatives, que les femmes créatives en général, elles ont cette tendance à sentir les choses intuitivement. Et comme tu dis, c'est beau ce que tu dis, tu vois la peau du serpent qu'il faut laisser aller. Donc elles le font, mais elles le font pas consciemment. Parce que souvent, on se réalise ce qui se passe quand on est déjà presque dans la nouvelle timeline. Exactement. Mais imagine prendre conscience du fait qu'on a la capacité de contrôler ce processus jusqu'à un certain point, tu vois. Donc, ça va plus loin dans le leadership. Tu peux décider, en fait. Ouais, non, j'avais pas du tout envie. C'est vrai que c'est plus quelque chose qui est subi la plupart du temps parce qu'il n'y a pas une volonté. Enfin, je pense qu'il doit y avoir une intention inconsciente, hein, mais il n'y a pas de « Ok, là, je vais changer de timeline. » Non, pas vraiment, en fait. Et c'est vrai que de pouvoir se dire « Ok, là, je vais changer de timeline », c'est carrément un autre process. Oui, tout à fait. Oui, et ça, moi, je trouve que ça ouvre, tu vois, à une nouvelle forme de liberté. Exactement. Waouh. Où en fait, on a le choix. Toujours. Waouh. On est à quoi? On est à 5 minutes. Je suis déjà en mode wouh, preach yourself, preach. Et justement, en parlant de liberté, parce que le sujet qu'on a sélectionné ensemble, c'était les relations toxiques. Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que ça t'a touché, ce sujet? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que j'ai vécu pas mal de relations toxiques, ça au départ, où avec le recul, j'ai compris aussi que c'était des choix que j'avais faits inconsciemment. Et ça a vraiment marqué ma vie. Marqué ma vie jusqu'à il y a quelques années, quand je me suis séparée de mon ex-mari. Et où j'ai traversé quand même encore 2 années et demie jusqu'à aujourd'hui de remise en question, d'essayer de comprendre, de résoudre pas mal de traumatismes aussi, de traumatismes de jeunesse, etc. Et donc, ce sujet me parle beaucoup parce que je pense que c'est un sujet qui ne me touche pas que moi, mais qui, de nouveau, à la pratique, le travail que je fais avec ces femmes qui sont tellement ambitieuses, intelligentes, créatives, multifacettes, etc., beaucoup d'entre elles souffrent de la même chose. Et ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de comprendre d'où ça vient et pourquoi on peut être... Souvent quand je parle avec des copines, si c'est OK pour toi, je vais le dire en anglais parce que ça me vient plus facilement. J'ai tendance à dire, if I'm such a badass, ambitious woman, why do I suck at love? Tu vois, d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que je suis tellement nulle en amour alors que je suis si forte et si capable dans mon business et dans ma créativité, etc. Et je sais que je ne suis pas la seule à penser ça. Je sais qu'il y en a beaucoup. Et donc voilà, du coup, c'est un sujet qui me tient fort à cœur parce que je pense qu'il y a une partie de notre libération qui se trouve là. Complètement.
C'est vrai que les relations toxiques, moi, c'est un sujet qui me touchait également particulièrement. Je pense que là, la saison 2, et pour moi, c'était important d'être un peu plus vrai encore, beaucoup plus Mhm. vrai. Et surtout, je pense que le fait de parler des sujets, c'est aussi une manière de se réapproprier son histoire. Et c'est une manière aussi de se guérir, de se libérer et de rendre service à la communauté, en fait. Mhm. Là, avec le Covid et tout ce qui s'est passé, et enfin, cette 2020, qui, je pense, est toujours notre année, très bizarrement, je pense que c'est toujours notre Mhm. année, ça m'a fait, moi, prendre conscience à quel point la vie était courte, en fait. Tellement courte, et qu'il y avait tellement de non-sens, et de- tellement de broutilles pour lesquelles on se prenait la tête, que c'était important pour moi d'aller à l'essentiel. D'aller à Mhm. l'essentiel, de own my story also, de prendre ma responsabilité, très important. Et je pense qu'on va en parler aussi dans la relation toxique, parce que j'estime qu'il y a énormément de stigma autour de ça et qu'on jette souvent la pierre. Et c'est intéressant de voir quelles sont les dynamiques qui sont dans ce type de relation-là. Et donc ce sujet-là, pour moi particulièrement, est hyper important. Et c'est, voilà, là on est dans une conversation intime, mesdames et messieurs. Mhm. Oui, absolument. Merci d'avoir partagé ça, Valérie. Je Avec pense que grand c'est plaisir. hyper important. Oui, oui, Avec tout à grand fait. plaisir. Du coup, quand est-ce que, alors on peut pas peut-être, alors tu m'as dit plusieurs relations toxiques. Oui, Comment, oui. comment est-ce que tu les décrirais, ou comment est-ce que ça a commencé? Quelle est celle qui, selon toi, est la plus importante? Je mets des gros guillemets parce que bon. Dans sa toxicité, c'est une belle question, ça. Qu'est-ce Oui, il y que a tu des entends par gradations, relation? hein, il y a des gradations, oui. Qu'est-ce que tu En entends fait, par relation toxique, déjà, pour qu'on mette ça sur la même. euh, une relation toxique pour moi, c'est une relation où il y a plusieurs niveaux, hein. Dans mon cas, voilà, mon expérience personnelle, en fait, moi, je me suis perdue dans ces relations. C'est souvent des relations avec des hommes qui sont, dans mon cas, des hommes, mais ça pourrait être des femmes ou des Bien gens sûr. qui s'identifient Ouais. différemment, obviously. Dans mon cas, avec des hommes qui avaient des tendances narcissiques, qui avaient des très gros égos, qui avaient un énorme besoin d'être mis sur un piédestal et d'être reconnus comme étant exceptionnels, etc. Et moi, de mon côté, j'avais un énorme besoin de me sentir en sécurité d'une certaine façon, ou de me retrouver dans quelque chose que je reconnaissais. Si tu me permets, j'aimerais parler un petit peu de ma vie et de mon enfance, parce que je pense qu'il y a un lien direct entre les deux. Donc Complètement. moi, je suis née dans l'alcoolisme. Mon père était alcoolique. Mhm. C'était quelqu'un qui buvait une bouteille de whisky par jour toute ma vie. Je ne l'ai Wow. jamais connu sobre, jamais. Enfin, peut-être le matin très tôt, mais alors il était de mauvaise humeur parce qu'il avait la gueule de bois. Donc, mais je veux dire, à part ça, je ne l'ai jamais connu sobre. Et en fait, ce que je me suis réalisé, c'est que dans toutes ces relations que j'avais choisi my comfort zone. Of course. J'étais retournée vers quelque chose qui était mauvais pour moi, qui faisait mal, où, à mon avis, inconsciemment aussi, j'étais quand même encore toujours à la recherche de la validation et de l'amour de mon père, ça clairement, mais où je reconnaissais aussi toutes ces émotions et ces sentiments. Parce que bon, quand on est dans quelque chose qui est négatif et qui fait mal, ça laisse des traces. Mais c'est ce qu'on connaît. Bien sûr. So going back to the comfort zone, parfois l'appel est tellement fort. Et je pense que j'ai fait ça vraiment pendant 15-20 ans, quoi. J'ai Ouais. choisi mes mecs sur base de trucs inconscients, quasiment invisibles, mais qui me rappelaient mon père, ou qui me rappelaient en tout cas les émotions et le traumatisme de cette relation. Et voilà, et comme ça, tout a commencé. Mm. Donc en fait, ta première relation toxique, finalement, c'était la relation que tu avais avec ton père, c'est ça? Absolument. Ouais. Oui, c'est bien. Ah, ça, je l'avais jamais vu comme ça. Mais Ouais. oui, tout à fait. Oui, absolument. Moi, c'est un peu la même histoire. Et Alors, toi, oui? il y a pas, Oui. il y a pas l'alcoolisme dedans, mais cette recherche en fait de validation de mon père, que je pense que je recherche. Alors, aujourd'hui, là, avec la nouvelle timeline, euh, je pense elle est moins présente, parce que j'en ai beaucoup plus conscience, et que surtout, j'ai réussi à créer mon papa et ma maman intérieure, donc qui me donnent la Mhm. validation ultime et l'amour inconditionnel dont j'ai besoin, dont ma petite fille a besoin. Euh, mais c'est vrai que ouais, jusqu'à il y a quelques mois, je recherchais absolument la validation de mon père, son amour, et surtout, je pense, cette volonté d'être choisie. Mhm. Tu vois. Oui. Ah, c'est fort ça. J'aime Ouais. ça, oui. Et Ah, surtout être choisi par les hommes qui sont difficiles. exactement. Oui, parce que l'homme facile, il va nous choisir, mais ça nous fait, c'est pas papa, donc ouais. Exactement.
exactement. Et donc, du coup, en fait, alors moi, mon père, beaucoup d'amour, il m'a donné beaucoup d'amour. Donc, on est 4 filles et il y a un garçon également. Mais moi, j'ai reçu énormément d'amour, j'ai manqué jamais de rien. En revanche, enfin, je n'ai jamais manqué de rien matériellement, voilà. Mhm. Mais je pense qu'il y a eu un vide quand même, à un moment donné, qui s'est produit parce que mon père, à un moment donné, était pas mal absent, faisait beaucoup d'allers-retours entre la France et le Cameroun, et je l'ai compris après, et que je me sentais vraiment abandonnée, en fait, vraiment abandonnée. Mhm. Et donc, cette volonté également de dire, bah, en fait, je suis là, j'existe, je suis là, je suis là, je suis là. Et de combler, je pense, comment dire, de combler en fait parfois une atmosphère qu'avec le recul, hein, c'est vraiment vraiment avec le recul, et je mets aussi quand même une information importante, c'est que je ne suis pas du tout dans le jugement par rapport à mon père ni quoi. Je pense que chaque parent a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, et je suis déjà hyper reconnaissante de tout ce que j'ai. Mais maintenant, voilà, l'idée c'est de prendre du recul pour essayer de comprendre les schémas, et je pense qu'il y avait une espèce de volonté pour moi de combler un manque de chaleur. Voilà, un manque de chaleur, de ce sentiment en fait d'appartenir quelque part dans un foyer, dans cette forme de chaleur en fait. C'est comme ça que je le comprends aujourd'hui. Et donc oui, mon choix d'homme, jusqu'à présent, un peu moins la dernière relation, mais jusqu'à la dernière relation était absolument calqué sur mon père, absolument. Donc des hommes qui sont a priori, qui sont très beaux, ou en tout cas qui ont une Oui. grande prestance ou qui ont un super charisme. Quand tu les vois, en fait, quand ils rentrent dans la salle, tu les vois. Donc énormément de succès avec les femmes. Voilà, ça va avec le lot, et Ouais. ça va avec mon papa. Mhm. Énormément de succès avec les femmes, et puis cette volonté de dire, eh ben, du coup, dans ce harem de femmes qui se jettent à tes pieds, je veux être celle qui est choisie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je reconnais tout à fait ce que tu dis, Valérie. Oui. Donc forcément, tu es dans la bataille en fait pour être choisie. Et moi, Oui. l'avantage que j'ai maintenant, que je considère comme un avantage, c'est que justement, j'ai cette capacité de changer de timeline. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement, et je suis OK avec l'idée de muter. Mhm. Ça, je l'ai compris après, parce que j'en ai fait une force, mais dans une relation dans laquelle j'ai quelqu'un qui a un fort charisme, qui a... alors après, sur le narcissisme, enfin, oui, je considérerais ça comme ça, mais j'ai pas, comment dire, il n'y a pas eu de diagnostic qui a été fait, donc c'est juste Mhm. Non. Mhm. je ne sais pas. Mais oui, je recherchais en fait juste. Oui. Euh, Et donc, ce que tu dis, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce que je pense, tu vois, l'homme que tu décris, mhm, c'est tout à fait ça. Et je pense aussi qu'il a une caractéristique supplémentaire, c'est que quelque part, à un certain niveau, il n'est pas disponible. complètement. Que ça soit émotionnellement, que ça soit dans son temps, que ça soit dans l'affection qu'il pourrait te donner par rapport à d'autres femmes, etc. Donc, il y a cette indisponibilité qui, d'une façon ou d'une autre, est super attirante. Parce Exactement. qu'on a envie, parce que c'est ça, la façon dont on peut prouver qu'en fait, we matter. Exactement. Si une personne qui n'est pas disponible décide de se rendre disponible pour nous, alléluia, alléluia, on y est. Ouais. Donc oui, tout à fait. Et ce que tu disais par rapport à donc les timelines et la transformation, euh, la façon dont moi je reconnais ça, et je ne sais pas si c'est ton expérience aussi, c'est qu'en fait, effectivement, dans une relation comme ça, quand on a déjà, et je pense qu'en étant créative, on a déjà de toute façon la capacité Mm. d'être un petit peu un caméléon, Ouais, de clairement. se modeler, de se changer, parce qu'on aime ça, tu vois, ça fait partie un petit peu de l'art aussi. Mais ça devient un danger dans une relation avec quelqu'un de toxique, parce que cette personne, pour que cette personne nous veuille, entre guillemets, pour qu'on puisse répondre à l'attente que cette personne peut avoir, on doit se changer. Ouais. Beaucoup. Et moi, j'ai vécu ça. Et en plus, ouais, il y a cette tendance au fur et à mesure, je trouve aussi, hein, parce que la relation toxique, elle évolue. Au Ouais. début, c'est encore chouette, c'est gai, c'est amusant, tu vois, c'est bien pendant un court moment, souvent. Et Mm. puis après, ça commence à devenir euh, un gros fardeau aussi, où on est obligé de continuellement se transformer pour la personne, continuellement continuer à faire des efforts, alors que de l'autre côté, il n'y a pas les mêmes efforts qui reviennent. En tout cas, c'est mon expérience. Et Bien ça, sûr. ça a été ma perte aussi. Ouais. À plusieurs reprises, je me suis vraiment perdue, surtout mon mariage qui s'est terminé en 2017. J'ai été mariée pendant 9 ans.
je peux te garantir que 9 années passées comme ça, ben à la fin, moi, I was an empty shell. Bien Il n'y avait sûr. plus rien. Tu vois, il a fallu me reconstruire complètement. Et ce qui est très difficile à vivre pour moi, c'est d'un côté être quelqu'un d'hyper ambitieux, avec énormément de capacités, avec un business qui tourne bien, avec des partenaires qui te donnent, tu vois, qui te rendent en fait une image de toi qui est belle, qui est productive, qui est chouette, qui est sympa. Et puis d'un autre côté, vivre un truc complètement différent dans ta vie privée. Ouais, Et ça, ça rend fou en fait, complètement. à la fin. Ouais, je suis d'accord. L'idée vraiment de la coquille vide, c'est le sentiment, moi, ça a été 6 ans de relation. Ce qui est assez paradoxal, c'est que je pense tu vois, moi, ça m'a mis du temps avant de définir ce que c'était une relation toxique. Parfois même, j'en doute. Je me dis, non, mais est-ce que c'était vraiment toxique? Parce que finalement, il y a un consentement. Et quand on parle de toxicité, souvent, on a tendance à jeter la pierre à l'autre personne. Mais moi, je considère que la relation toxique, ça veut dire qu'elle est toxique pour les deux personnes. Oui, bien sûr. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui a plus le pas, qui a plus la main, mais elle est toxique pour les deux personnes. Je ne pense pas que la personne avec laquelle j'étais, c'était une relation qui était saine pour lui non plus. Parce que moi, dans ma capacité et dans ma volonté de me modeler totalement à l'image de la femme parfaite, sachant que la perfection n'existe pas, bah en fait, je ne rendais pas service. Pas du tout. Et donc même, j'alimentais totalement, comment dire, je dirais, ces vices où je validais en fait. Je disais, mais c'est OK, tu vois, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Moi, je serai toujours là. Donc forcément, tu laisses la possibilité à l'autre d'explorer totalement sa folie, je mets des guillemets. Et donc, tu te retrouves à un moment donné dans la souffrance. Et moi, ce que j'ai fait vers la fin de la relation, c'est que j'ai pris directement le blâme en me disant oui, mais je suis une personne codépendante, je suis dépendante affective, c'était ma responsabilité également, j'ai laissé faire, etc., etc. J'ai même validé, j'ai même encouragé. Et donc, ça m'a mis du temps avant de dire ok, oui, il y a tout ça, mais il y a aussi sa responsabilité en fait. À quel moment est-ce que tu lui laisses prendre sa part de responsabilité pour que tu puisses faire ton deuil et pour que tu puisses te guérir et juste même poser les mots, commencer à en parler? Parce que moi, c'était une relation qui a été sous silence pendant très longtemps. Et c'est que maintenant qu'avec certains amis proches, je leur explique ce qui s'est passé et qu'ils me disent non, mais c'est une blague! Une blague! Ouais, ouais, c'est beau ce que tu dis. Merci de partager ça. Je pense que ça résonne avec tellement de personnes. Ça résonne certainement avec moi. En fait, quand mon ex-mari m'a quittée, parce qu'il était évidemment, je veux dire, une relation toxique, tu ne peux pas la créer avec une personne. Tu as besoin de deux personnes. Tu n'as pas un vilain et tu n'as pas un saint. Tu vois, on est tous les deux dans la même histoire et on est en train de se nourrir dans cette histoire, etc. Exactement. Et autant, il y a des raisons pour lesquelles les mecs avec qui j'étais restaient avec moi parce que c'était positif pour eux, ça leur faisait du bien, etc. Peu importe, c'était facile, j'en sais rien. Autant, moi, j'ai trouvé ma part aussi, évidemment. Parce qu'en fait, j'étais quand même encore toujours à la recherche de cette validation. Donc, tant que je ne travaillais pas ça ou tant que je ne résous pas ça, je vais continuer à faire les mêmes trucs et je vais continuer à finalement être très toxique dans mes relations aussi. Exactement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais quand mon ex-mari finalement m'a quittée, donc il m'a quittée, il a trouvé quelqu'un d'autre, peu importe, soit. C'était une sale histoire. Il a mis tout le blâme sur moi. Tu vois, en fait, j'étais devenue une coquille vide et en fait, il m'a dit, tu es une coquille vide. Ah, et je te quitte parce que tu es vide, tu vois. Alors que quelque part, ça, c'était le résultat de tous les efforts que j'avais faits pour répondre à ses attentes. Donc, il m'a fallu quand même 2 années de thérapie pour être capable de gérer tout ça et aussi pour être capable, comme tu dis, de mettre la moitié de la faute chez lui, quoi, minimum. Ah ouais. Je veux dire, c'est un traumatisme partagé. Bien sûr, complètement. Complètement. Et je pense que la chose qui est la plus difficile parfois dans les relations toxiques, c'est cette honte qui s'accompagne en fait. Parce qu'il y a plein de choses au bout d'un moment où je veux dire, tu te sacrifies ou même tu rognes sur tes valeurs. En fait, tu es obligé de t'oublier parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites qui ne correspondent pas à qui tu es qu'il vaut mieux éteindre. En fait. Tu vas neutraliser. Tu vas vraiment neutraliser.
Et moi, je sais que là, tu vois, typiquement, j'ai une vie beaucoup plus saine. Mais pendant cette relation, je me suis vraiment rendu compte comment dire, du côté malsain, mais vraiment par rapport à la sanité, ou à ce que tu manges, à ce que tu consommes, aux substances, à mon rapport à la nourriture, à mon rapport au sucre, à mon rapport à l'alcool, à mon rapport au cannabis. Enfin, tu vois, énormément de choses comme ça. Et je pense que c'était des techniques. Déjà, ça faisait partie de la relation. Vraiment, il y avait cette idée un peu de luxure, tu vois, qui était très agréable sur le moment et qu'on a tous les deux totalement alimenté. Mais c'est pas sustainable, ça marche pas en fait. Non. Non, et c'est aussi quelque part une perte. On essaie de se perdre dedans Exactement. pour pas se poser les vraies questions. Exactement. Ouais, et pour pas vouloir voir ce qui est en face de nous. Complètement. Ouais, et ça, je trouve que c'est une capacité qu'on a quand même qui est incroyable. C'est quand on est dans des relations toxiques. Comme tu dis, il y a le shame, tu vois, il y a ça d'un côté qui fait qu'on n'en parle pas, qui fait qu'on ne partage pas, qui fait qu'effectivement, on va au-delà de ses propres limites jusqu'au point où on n'en a plus. Hein, l'autre, à un certain moment, il a poussé contre toutes les limites, qu'il n'y a plus rien, qu'il peut faire ce qu'il veut avec nous. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Et donc, on se perd totalement dans ça. Et tu sais que moi, quand je suis pas enfin plus, parce que hein, je touche du bois, I had my last one, je ne serai plus dans des relations toxiques à partir de maintenant. Mais en fait, moi, j'ai vu des changements dans mon physique, j'ai vu des changements mentaux, mais aussi même dans mon cholestérol. Quand je suis... C'est un truc con, hein, mais le médecin m'a dit, tu n'as jamais été aussi en forme, en fait. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, ça fait partie de ça. Non, je suis d'accord. En parlant de changement physique, typiquement, moi, là, je me suis rendu compte cette nuit, en fait, j'avais des douleurs à la hanche, j'avais des douleurs aux chevilles, des douleurs aux genoux. Et alors, je ne dis pas que le fait d'avoir arrêté cette relation a automatiquement annihilé toutes mes douleurs et toutes mes inflammations. Bon, moi, j'ai 30 ans, hein, donc je me suis dit, 30 ans, t'as mal à la hanche, faut arrêter de déconner, quoi. Ça va, tu vois. Mais en fait, je crois de manière très profonde à la somatisation, ou en tout cas à l'expression d'un mal-être inconscient. L'inconscient se dit à un moment donné, bon, elle écoute pas, on va lui foutre un truc dans les hanches, on va lui foutre un truc dans le genou ou quoi. Et en fait, de m'être libérée d'une certaine manière de cette relation, et bien évidemment de m'être libérée d'autres, parce que comme tu l'as bien dit tout à l'heure, la relation avec laquelle tu es, enfin la personne avec laquelle tu es, dans laquelle vous êtes dans une relation toxique, ça n'arrive pas comme ça à un moment donné. Il s'est passé quelque chose dans l'enfance, il s'est passé quelque chose dans les 6 premières années de ta vie, il s'est passé quelque chose dans ton cerveau à un moment donné qui s'est dit, ok, ça c'est le chemin dans lequel on se sent en confort, on se sent en sécurité. Donc même si a priori c'est pas éthique, on s'en fout, c'est la maison. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Et le cerveau, c'est son job de faire ça, c'est son job. Donc finalement, il ne fait que nous rendre service d'une certaine manière. Et en fait, ça a été de lâcher tout ça et de me rendre compte quelles étaient les causes à la fois dans ma structure familiale nucléaire et à la fois dans mon arbre, parce que c'est aussi une répétition de pattern. Ça m'a libéré de mes inflammations, en fait. Et également de pouvoir pardonner et me pardonner. Ça m'a libérée aussi. Oui. Oui, le pardon est super important. Mais j'aime ce que tu dis sur la partie somatique. Tu sais, moi, je sors d'une inflammation du cœur. Wow. Donc, un truc sérieux. Ça a pris 6-7 mois maintenant. Maintenant, ça va mieux. Attends, tu as une inflammation du cœur? Oui, en fait, une inflammation du péricarde. Donc, le péricarde, c'est le petit sac autour du cœur. Et tout d'un coup, non, il n'était plus content du tout parce que je l'avais très maltraité pendant des années dans toutes mes relations, tu sais, stress, anxiété, etc. Et en fait, début de cette année, j'ai commencé à me sentir, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, tu vois. Mais ça a pris des mois pour avoir un diagnostic, pour avoir des médicaments, etc. Mais en fait, maintenant, avec le recul, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'était l'apothéose de tout ce qui était ancré, qui était resté en moi, tu vois. Parce que mon cœur, en fait, a vraiment souffert. Il a souffert dans toutes mes relations. Il a souffert à la séparation avec mon ex-mari, énormément, le divorce, etc. Ça s'est mal passé, ça a duré 1 an et demi, c'était bon. Donc, en 2019, en fait, j'en sortais un petit peu parce que tout était plus ou moins derrière moi, mais le cœur ne voulait plus. Donc, il a fallu, et il m'a mis complètement à plat. Et ça a été une expérience extrêmement spirituelle. C'est une expérience pendant laquelle je me suis débarrassée de mes plus gros traumas.
où j'ai vraiment compris qu'il fallait que je change ma vie, etc. De là, évidemment, le Rebel Bucket, parce que là, il faut qu'on y aille. Et donc, oui, moi, je suis certaine que tout ce qu'on sent et qu'on subit dans notre corps, que ça a en partie une origine dans tout ce qui est émotionnel et mental. Totalement. Il y a un livre peut-être qui pourrait t'intéresser sur le sujet qui s'appelle The Body Keep the Score. Ouais, je n'ai pas encore lu, mais je connais, ouais. Ouais, alors moi je l'ai pris il y a un petit bout de temps sur Audible et je peux te dire que j'ai pas réussi à finir encore parce que c'était tellement intense. Wow. Ouais, c'est tellement, enfin, je le trouve violent, pas dans les mots qui sont utilisés, mais c'est juste que les situations en face desquelles il nous met et les exemples qu'il donne et les répercussions que ça a sur la vie des gens dont les exemples partent. Ouais, assez Ouais. C'est une connexion dont on n'a pas assez conscience. Non, pas du tout. Alors Entre notre... Ouais. Ouais, c'est vraiment la base. Ouais. Et quelque part, une relation toxique, c'est se faire violence tous les jours. Complètement. Et je pense que là aussi, il y a une sorte de prise de conscience qui a été très importante dans ma vie, où je me suis réalisée que je ne pouvais plus me mettre dans des situations comme ça. Qu'est-ce qui a fait que ça a shifté, en fait, toi, dans ta... C'était quoi le déclic? Eh bien, le déclic, je dirais quand même que la péricardite, ça a aidé. Ça a aidé parce que j'ai été bien, bien loin. Et là, je me suis dit non, allez, non, mais réel, fuck it, quoi. On va plus se donner. C'est surtout aussi ne plus faire les choses à moitié. Tu vois, on n'a qu'une vie. Pourquoi est-ce qu'on se donne à l'autre? Pourquoi est-ce qu'on reste dans des choses qui sont pas belles alors qu'il y a des choses tellement magnifiques sur la planète, tu vois? Donc, pour moi, le déclic, ça a surtout été ça. Ça a été cette compréhension qu'en fait, que la vie passe et qu'elle passe vite et que chaque moment passé avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ou qui te fait mal ou toi, tu décides de te faire mal parce qu'en fait, il y a une responsabilité aussi, que c'est un moment de perdu, finalement. Et toi, Valérie, comment tu as... Qu'est-ce qui est le déclic? Oui. Je pense que... alors moi, c'est aussi une histoire assez tordue quand même, intense. Mais je pense que le déclic qui a fait que j'ai dit enough is enough, je pense ce qui est assez étrange, c'est que c'est quand il y a eu des actes qui ne me concernaient pas, mais qui touchaient quelqu'un qui m'était très cher. Et là où j'ai dit c'est stop. Tu vois un petit peu? Je n'étais même pas capable de dire stop. Oui, goosebumps. Ouais. Et là où en fait ça s'est fait, mais j'avais besoin que ce déclic se fasse pour l'autre personne, pour que en fait ça me libère. Parce que moi je pense que j'aurais pu rester en mode état végétatif pendant quelques temps encore. Et donc ensuite, une fois que j'ai pu m'en extirper, c'est-à-dire que ça a été en fait dans ma tête c'était genre non mais là, c'est bon, là on arrive. Et à partir du moment où on arrive à ce niveau-là, c'est comme si les yeux s'ouvraient un tout petit peu, un peu comme ça chaque jour. Et chaque jour, on voit en fait, on voit vraiment. On enlève les lunettes qui étaient sales et on met les vraies lunettes. Et on se dit, ah oui, d'accord, donc en fait, c'est ça ton vrai visage. Et donc, c'est ça mon vrai visage aussi. Oui. Et ça, ça a été difficile. Ça a été difficile et je pense que la pratique, notamment du yoga, m'a énormément aidée, notamment dans la comment dire, release, dans la libération des traumatismes qui étaient ancrés à différents endroits de mon corps. Il y avait des postures, en fait, je le faisais au tout début, c'était pendant le confinement, je les faisais, mais j'explosais en sanglots. Parce qu'en fait, il y avait des trucs, soit il y avait des choses qu'il fallait libérer, soit il y avait des souvenirs qui remontaient. Des souvenirs vraiment pas cool. C'est-à-dire que je me suis dit, alors pas 6 ans, parce que dire que si ça a été 6 ans de toxicité, ça serait pas vrai, mais pendant les 2-3 dernières années, tu as quand même accumulé pas mal de petites merdes et que tu as enfoui, allez hop, Ouais. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. Moi, allez, j'enquête, je suis une reine, j'ai la tête haute, ma couronne est sur ma tête, etc. Et en fait, ça ressortait. Et puis ça sortait, puis j'ai pu me dire, non mais là, en fait, si ça avait été une autre personne, tu dirais quoi de cette relation? Ouais. Et c'est souvent ça, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie si elle t'expliquait la relation qu'elle a? Exactement. Ouais. Un truc qui m'a aussi fort aidé, et j'ai entendu beaucoup, tu sais, du yoga, que le yoga a tendance à libérer comme ça somatiquement. Je pratique un peu, mais pas assez, donc je ne suis pas experte, mais ça fait du bien. Mais une chose qui, pour moi, a été un gros déclic aussi, c'est de me réaliser qu'en fait, j'avais fait
tout ce qui était dans mon pouvoir pour faire en sorte que cette personne soit heureuse, pour être la femme parfaite, et que c'était pas encore assez. Et en fait, j'étais fatiguée. Et j'en avais marre. Et je me suis dit, Muriel, tu peux pas continuer à vivre comme ça va pas marcher, tu vois. Tu dois choisir des gens qui sont bons pour toi et qui vont te faire du bien. Avec le recul, si je dois mettre des mots sur les relations, c'est surtout ça, c'était du travail. Beaucoup de travail, constamment marcher aussi sur les pointes des pieds, sur des œufs, tu vois. Ne jamais savoir. Et en fait, ça, de nouveau, ça se rapproche de la vie que j'ai vécue avec mon père, où là, il y avait aussi, on ne savait jamais comment il allait, tu vois, comment il allait réagir, etc. Donc, il y avait cette zone de confort, mais c'était une zone de confort où il n'y avait pas un moment de répit, il n'y avait pas un moment de paix. Et moi, j'ai envie de vivre une vie paisible. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis sur tes envies maintenant. Moi, je suis absolument convaincue, en tout cas pour moi, tu me diras si ça résonne pour toi, que ma capacité à me fourrer dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, pardon, et ça a été crescendo. Alors, mes autres ex, ils n'étaient pas totalement toxiques, mais c'était pas non plus les gars les plus... comment dire, dans nos jeunes âges, ils n'étaient pas rassurants, ils n'étaient pas... Enfin voilà, c'était pas besoin. Un peu médiocre, quoi. Tu vois. Ouais, bon. Et c'est c'est comme ça que moi, je parlerai des miens. Ouais. C'est lié à la maturité, parce que là, on parle de, tu vois, on a de 18 à la trentaine, donc quoi qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup changé, mais c'est une autre histoire. No shade. Mais du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire avec ma vanne là. Mais oui, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'à un moment donné aussi, j'ai pris conscience de ma valeur. Et en fait, je pense que le problème principal de ça, de me fourrer dans des relations qui n'étaient pas bonnes pour moi, c'est parce que je n'avais pas conscience de ma valeur du tout. Et en fait, c'est là où savoir d'où on vient est hyper important, et de connaître son histoire et essayer d'avoir un petit peu de la hauteur, prendre de la hauteur par rapport à notre enfance. C'est que moi, mes parents, ils arrivent du Cameroun. Mon père, il travaille comme un taré pour essayer de construire une vie décente. Et il arrive et il y excède même. Et donc, du coup, je me retrouve dans un super pavillon en banlieue parisienne, en lisière de forêt, avec la piscine, le lycée privé, le collège privé, etc. Mais il n'y a que des blancs dans mon collège privé, dans mon lycée privé. Je suis la seule noire. Et donc, du coup, c'est hyper difficile et maintenant je m'en rends compte et je vois l'importance en fait de comment est-ce qu'on fait pour être dans des milieux à la fois qui nous donnent les meilleures chances et à la fois qui ne vont pas nous faire annihiler notre identité quand on a des parents qui n'ont qu'une envie, c'est de s'assimiler, mais ils ont raison en fait, parce que c'est ça qu'il faut faire à ce moment donné. Donc, de ne pas connaître sa valeur, clairement, et de vouloir absolument bilingue, moi, ça m'a dès le début en fait. Ça a été et donc ce sentiment de ne jamais être assez. Jamais être assez, parce que je serai jamais assez blanche, et parce que mon père me disait souvent, il faut que tu fasses autant de sport que tes copines blanches, autant d'équitation, autant de trucs, et c'est super, hein, je fais de l'équitation, je sais jouer au tennis, je sais faire du ski, c'est top, et vraiment sur ça a été un super cadeau. Mais d'un autre point de vue, d'un point de vue identitaire, même je dirais presque spirituel, ça m'a vraiment joué des tours. Donc du coup, le sentiment de ne pas être assez et d'avoir besoin d'être rempli dans tous les sens du terme. Oui. Parfois, on en a besoin, Valérie, il n'y a rien à faire. On est d'accord. Moi, je te comprends. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est comment dire, l'analyse qu'on en fait qui est liée à la culture, à la lignée, etc., etc. Puis il y a la société dans laquelle on est, qui facilite pas la tâche et qui veut qu'on se sente pas assez. Surtout pour les femmes, hein. Bien sûr. C'est en clair, oui. Bien sûr. Mais même, tu sais, même les hommes, ils ont ce sentiment. Oui. Alors, je ne vais pas parler pour eux parce que je ne suis pas un homme, mais je pense que c'est vraiment une condition, c'est quelque chose qui est lié à l'humain. En fait, on a besoin d'humains qui consomment. Donc, pour qu'ils consomment, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils n'ont pas assez. Pour qu'ils aient le sentiment qu'ils n'ont pas assez, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils ne sont pas assez. Oui, tout à fait. C'est le cycle. Tu vois ? Et dans les chansons, on te dit tu es ma moitié, et sans toi je ne suis rien, et machin et truc. Et toi, tu chantes ça à tue-tête, mais tu te rends pas compte à quel point ça a un impact sur toi-même, sur tes propres croyances, sur ta propre valeur. Et donc, c'est pas étonnant après qu'on se retrouve dans des relations de ce type-là. Oui, et merci pour ce partage. Waouh, oui, ça résonne.
Je pense aussi, parce qu'évidemment, j'ai pas la même ligne de vie que toi. Donc, chez moi, c'était plutôt la précarité, c'était tout cet aspect-là, ce manque de beaucoup de choses. Et puis, cette vie familiale et à l'intérieur de la maison qui était quand même assez négative, agressive, difficile. Donc, je viens d'ailleurs, mais on se retrouve tout à fait au centre parce que c'est vrai que autant chez toi, je l'entends, que chez moi, il y a eu ce manque de tu es bien comme tu es. Ouais. Tu vois, et ça, je pense que ça se donne non pas avec de l'argent, non pas avec des possibilités, non pas avec tout ça, mais ça se donne avec de la chaleur, ça se donne avec de l'amour, ça se donne avec de l'attention et de la présence. Ouais. Et ce que j'entends, c'est qu'on a toutes les deux, on n'a pas vraiment eu ça, on n'a pas reçu en tout cas. Et ça a défini effectivement toutes mes relations ultérieures. Et ce que tu dis par rapport à la société, je suis tout à fait d'accord. En fait, on est petit consommateur, on est forgé grand consommateur, travailleur consommateur, parce qu'il faut des thunes pour pouvoir acheter. Donc, on a besoin des deux parties de la médaille. Et en fait, pendant que tu parlais, j'étais en train de me demander à quel âge j'avais commencé à me dire qu'il me fallait un amoureux, qu'il me fallait un... Ben, j'étais toute petite, quoi. Je veux dire, c'était avec... c'était Robin des Bois ou c'était... je sais pas, je veux dire, c'était n'importe quel prince sur un cheval blanc. Et ça a commencé à ce moment-là. Et c'est vrai que il m'a fallu jusqu'à présent, jusqu'à, on va dire, il y a 1 an, pour être célibataire heureuse. Moi, je suis célibataire maintenant. Et avant, même l'idée du célibat, c'était une idée qui me faisait peur. Complètement. Où je me disais, mais enfin, on est ici pour être en couple. Je veux dire, c'est le but, tu vois. Alors que maintenant, j'ai plus du tout cette idée. Mais il a fallu, et c'est là qu'on retrouve le self-love, à mon avis. Ouais. Il a fallu que je me donne cette partie qui me manquait. Parce qu'à un certain moment, tu sais, même si on analyse, on prend du recul et on se réalise d'où ça vient, la situation a changé. On n'est plus là. J'ai plus 5 ans. Hein, toi non plus. Donc, aujourd'hui, même si je comprends, même si je me sens responsable de ma vie, etc., même si j'ai pardonné, parce qu'effectivement, mon papa aussi, ma maman, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient dans la situation dans laquelle ils se trouvaient, eh bien, les choses sont différentes. Donc, c'est une autre réalité. Et dans cette nouvelle réalité, c'est à moi de m'aimer. Ouais. Avant tout. Exactement. Et je pense qu'on ne peut pas aimer vraiment quelqu'un d'autre parce que je pense qu'il y a une autre... Tu vois, tu as les relations toxiques et puis tu as des belles relations. Elles existent. Ouais. Hein, des relations où 1 + 1, ça fait 3 et tu vois. Et donc, mais pour arriver à ça, je pense que là, de nouveau, si tu n'es pas capable de te le donner, tu ne sauras pas le donner à l'autre. Exactement. Donc, ouais. Je pense que c'est une bonne conclusion pour cette première partie en français. On va continuer d'ailleurs. Je vais dire, mesdames et messieurs, on n'est pas au journal TV. Donc, en gros, si vous souhaitez suivre la suite du podcast avec Muriel Marie en anglais, où on va continuer cette discussion, n'hésitez pas à cliquer sur le lien d'après. En tout cas, Muriel, merci infiniment pour ta participation. Et on se retrouve tout de suite in English. Merci Valérie, à tout de suite. Ok, ça marche. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.